Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir ici une note d'histoire dans le cadre de la culture sociétale toujours. Je vous rappelle que mon encyclopédie est divisée dans les modules qui suivent. Donc j'ai tiré le présent montage des relations internationales, euh, avec au passage une citation de Bill Gates, euh, comme quoi les hommes politiques et l'expérience du monde des affaires seraient une bonne chose. Voilà, bon, on peut faire de la culture tout azimut, hein, bien sûr. Donc, dans les relations internationales, je prends le programme 2, Europe et Russie. Au passage, une citation d'un professeur de l'université de Berlin. Il faut penser à la place de la responsabilité allemande dans l'état inquiétant de l'Europe d'aujourd'hui. C'était il y a quelques années de ça que ce professeur a sorti cette idée-là. Oui, c'est vrai que la situation de l'Europe est très diverse, suivant les pays du Nord ou les pays du Sud. Et l'Allemagne a sa part de responsabilité, étant l'une des nations les plus riches d'Europe. Alors, nous basculons dans le chapitre 2, l'Allemagne, car il s'agit d'une note d'histoire. Et donc, voilà. Au passage, pour ceux qui voudraient approfondir, en 2007, Bayard a publié un dictionnaire du monde germanique, actualisé sans aucun doute. Voilà. Donc c'est bon à savoir pour tous ceux qui voudraient approfondir le monde germanique. Donc nous allons prendre, j'ai pris la section 1, Histoire, et nous allons parler d'Hitler, de son bunker, des philosophes qui ont travaillé pour lui, de Mein Kampf, et d'Hitler et les musulmans. Euh, ce montage est à valeur ajoutée importante, donc pour ceux qui voudraient le voir en 2 ou 3 fois, qu'ils en profitent, mais bon, il n'est pas plus long que d'habitude. Le bunker d'Hitler, euh, c'est la Gertrud Kolmerstrasse, du nom d'une déportée juive morte à Auschwitz, que se trouvait le bunker d'Adolf Hitler construit en 1935. C'est précisément là. Voici cette rue ici, là. Et voici le plan du bunker que je reproduis ici. Voilà. Qu'on peut voir sur place. En 2006, la pose tardive du panneau, en 2006, prouve que les Berlinois ne croient plus que les néo-nazis représentent actuellement un réel danger. Voilà. Avoir Berchtesgaden pourrait en être différent, tellement il y a de gros cars remplis de touristes allemands, autrichiens, etc. À Berchtesgaden, la vue est très belle et le site est grandiose. Bon. Même s'il ne reste plus rien des constructions d'Hitler, sauf les chaussées des routes qui conduisent, de granit sombre en tout cas, et raides. Les routes sont raides à monter. Auparavant, les guides touristiques évoquaient bien l'endroit où le Führer s'était suicidé en 1945, mais sans en préciser la localisation avec exactitude. Ben maintenant, on le sait pertinemment. Voilà. C'est Gertrud Kolmarstrasse. Voilà. Deuxième point, les philosophes et Hitler. L'article que je tire ça est de Jean-Pierre Faye, philosophe et écrivain né en 1925, il doit être mort malheureusement maintenant. Peut-être pas, j'espère. Son essai le plus célèbre est Langage totalitaire, le voici. Il a publié sur Nietzsche, sur beaucoup de sujets. Voilà. Donc c'est un grand auteur. Voilà. Jean-Pierre Faye. Pour tous ceux qui voudraient approfondir, se spécialiser aussi. Voilà. Donc voilà les sources. Le principe qui en découle. 3 intellectuels de renom dans les années 1920 ont contribué à l'émergence d'Hitler.
Il s'agit de Heidegger, Ernst Jünger, philosophe, et du juriste Carl Schmitt. Heidegger tout d'abord, Cason Orange là. Une bibliographie de Heidegger qui est un illustre philosophe, hein, voilà. Donc Derrida, Yann Seuge, il y a tout ce qu'il faut, la Pléiade, là, Heidegger, illustre personnage. Alors, dans les années 2010, etc., une polémique récente sur Heidegger. Heidegger, dans ses écrits de 33-34, parle de l'avenir nouveau de notre peuple, et même de l'extermination, Vernichtungslager, l'extermination. Et il en parle sans doute en termes un peu neutres, quoi. Pas l'extermination. Dans son cours de décembre 33 sur Héraclite, il énonce la nécessité de l'attaque dans le but d'effectuer l'extermination totale. Là, c'est plus grave. Voilà, en 33. Ben, c'est dans l'esprit de l'époque. Hein. Voilà, en Allemagne. Il ne s'agissait pas d'avoir un mot de travers non plus. À 23, note, le Führer retourne à l'essence de l'être. Il y a un engagement, ben c'est... Ouais. Et Heidegger a adhéré au parti nazi. Bon ben voilà. Voilà, c'est des faits d'époque. Voilà. Deuxième personnage, Ernst Jünger, mort en 98 à 102 ans, le bel âge. Le voilà, le voici. Écrivain engagé en raison de sa longue vie mouvementée. Romancier. Il a écrit de nombreux romans. Voilà. Voilà des ouvrages de Heidegger ou sur Heidegger. A fait les deux guerres mondiales, 14-18, 39-45. Francophile et francophone. Ça se rencontre de moins en moins chez les Allemands. Un des trois écrivains allemands les plus traduits en France, avec Heinrich Böll et Günter Grass. Je vous renvoie à la vidéo sur la littérature allemande. Enfin, il y a deux vidéos sur la littérature allemande qui sont sur la chaîne YouTube, où je parle de Günter Grass, l'auteur du Tambour, avec le film de Schlendorf, primé, Festival de Cannes, etc. Voilà. Donc, un des plus traduits, Jünger. Troisième personnage, Carl Schmitt, professeur de droit. Oui, alors donc, sur Ernst Jünger, il n'y a pas trop de dossiers à charge, hein, quand même. Bien sûr, il a été dans l'armée allemande, mais être dans l'armée, ça ne veut pas dire être dans les SS. Voilà. Carl Schmitt, professeur de droit, philosophe politique, idéologue de la souveraineté de l'État. Hitler lui devra une part de son accession au pouvoir. Là, c'est beaucoup plus sérieux. Membre du parti nazi pendant quelques années, puis écarté de ce parti quand même. Ah, voilà. Oui, oui. Alors, voilà des livres de Carl Schmitt, ou éventuellement sur Carl Schmitt. Voilà. Et petite note sur ces trois hommes. En 1955, les trois hommes fêtent ensemble un anniversaire. Ils se sont réunis, ces trois hommes. Ils ont fêté un anniversaire d'un d'entre eux. Ernst Jünger, Heidegger et Carl Schmitt se retrouvent en 1955 pour fêter l'anniversaire de l'un d'eux. Voilà, c'est ça. Une note supplétive. Dans son cours de 1935, Heidegger vise un ennemi intérieur qui est nommé l'asiatique. Alors, les Français connaissent le péril jaune depuis très longtemps. Ça se rapproche de ça. Est-ce que c'est un souvenir d'Attila? Au temps de la bataille des champs cataloniques, vers l'an 500, par là, ou 600, voilà, peut-être un vestige. Plus tard, le maréchal nazi von Reichenau précisera en 1942 qu'il s'agit de parer au danger judéo-asiatique. C'est l'annonce du massacre des Juifs de Russie et de l'Europe, ça. Asiatique, confondre la Russie avec le monde asiatique, c'est un peu fort quand même. Voilà.
Même si dans les confins de la Russie, il y a des peuples mongols, par exemple, aux yeux bridés. Maréchal von Reichenau a signalé que dans les vidéos que j'ai faites sur de l'Atlantique à l'Oural de Charles de Gaulle aussi de l'Atlantique à l'Oural, ça s'arrête à l'Oural. Au-delà, Charles de Gaulle considérait que ça commençait à devenir asiatique. Est-ce que ça se rattache à la même idée que le maréchal von Reichenau? Je ne sais pas. Industrie. En août 1933, les représentants de l'industrie lourde allemande adressent une supplique au président du Reich von Hindenburg, voilà, pour le convaincre de confier le pouvoir à Hitler. Hindenburg était un aristocrate, il considérait Hitler comme un parvenu. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Il a eu, suivant la bonne idée de mourir au bon moment, Hindenburg, ce qui a permis à Hitler d'avoir les coudées libres. Car Hindenburg était le président de la République de Weimar, en 1933. L'aristocratie qui restait au pouvoir, normalement, si Hitler n'avait pas dépassé tout ce monde. C'est la notion de totalitarisme. Le mot totalitaire est une improvisation de Mussolini. Ah, je ne savais pas, j'avais oublié. Improvisation. Et dans l'article que je vous retransmets là, il y avait la fureur meurtrière, oui. Le fait de vouloir détruire, c'est une fureur froide, hein, le génocide, l'organisation de tous les trains qui partaient de toute l'Europe. Pas de déraillement, pas d'inexactitude dans les horaires. Fureur froide, sans compter l'organisation des camps de concentration. Oui, étonnant. Une note sur le parti nazi, qui avait aussi dans l'article. Un raccourci de Goebbels. Le parti nazi tire son nom du raccourci de Goebbels en parti nazi-sozi. Socialiste, sans doute. National-socialiste, oui. Et en version ultra courte, nazi. Voilà. Ben, c'est Goebbels qui a fait le raccourci. Ministre de la propagande de Goebbels. Hein. Dans le livre de la sœur de l'épouse de Goebbels, l'épouse c'était Magda Goebbels, sa sœur a publié il y a, disons autour de 2000, un livre sur Magda Goebbels. Magda Goebbels qui en 1945 a participé à l'assassinat de ses enfants avant de se suicider elle-même avec son mari. Bon, étrange femme aussi. Bon, ben, tout est étrange dans cette période. E2, l'accession au parti nazi est difficile. L'accession au parti nazi est difficile dans le Reich hitlérien. Ah, il faut le savoir. N'entre pas qui veut. Ah bon, ben, oui. Peut-être pas au tout début. Voilà. Si dans le parti fasciste il y aura 24 millions d'adhérents, il n'y en aura que 8 au parti nazi. C'est à savoir. Un parti d'élite. Le parti lui-même. Voilà. Étonnant. On ne sait pas ça. Alors Goebbels, c'est l'inventeur de l'expression nazie, et le parti nazi, parti d'élite, 8 millions de personnes, rien à voir avec le fascisme. Mein Kampf, maintenant, une note sur Mein Kampf, est tombé dans le domaine public, Mein Kampf. En 2016, l'éditeur Fayard le fait traduire. 70 ans après la mort de son auteur, tout livre tombe dans le domaine public. Ceci au titre de la législation européenne. 70 ans il faut, 70 ans. Voilà. En Allemagne, la nouvelle édition est publiée et pour le moment est tirée à 40 000 exemplaires. C'est déjà bien, quoi. Voilà, Mein Kampf. Ce qui est bon à savoir, c'est que le livre était offert aux nouveaux mariés. Voilà. Et aux ouvriers méritants. Enfin, pardon, là c'est un mariage, encore, voilà. Et aux ouvriers méritants. Hitler, en 1945, écrit dans son testament que Mein Kampf serait la semence d'une renaissance rayonnante du mouvement national-socialiste. La semence d'une renaissance.
eh ben, on l'attend toujours. Enfin, pour ceux qui la souhaitent. Une note finale sur Hitler et les musulmans. Biographie. David Motadel, les musulmans et la machine de guerre nazie. Pour ceux qui veulent approfondir les relations entre national-socialisme et monde musulman. Fin 41, l'échec des nazis devant Moscou leur fait comprendre que les minorités musulmanes peuvent être utilisées pour déstabiliser des États. C'est stratégique, donc. Voilà. Voilà les prisonniers allemands en Russie. Ça, ils ne sont pas très rassurés. Rigolo. Voilà. En tout cas, voilà une référence sur les musulmans et la machine de guerre nazie. 440 pages, il y a de quoi savoir. Voilà. Le grand moufti de Jérusalem avait adhéré explicitement au nazisme. Il avait rencontré Hitler à Berlin. Les voilà en train de discuter. Les voilà en train de défiler. Motivation diverse des 300 000 musulmans. Se baptisent uniformément, la motivation était diverse. Ouais. C'est pas forcément une adhésion au national-socialisme, mais c'est pour aussi trouver un emploi, une considération aussi. Voilà des musulmans. Après avoir traité Hitler, nous allons passer au paragraphe 2 qui sera court. Alors, un livre en professeur, L'homme et son œuvre, Heinrich de Winkler, professeur à l'université Berlin. Ben, c'est lui qui a publié une histoire de l'Allemagne, voilà, chez Fayard en plus. C'est édité chez Fayard en France. Voilà une belle référence. L'Allemagne est connue des crises gouvernementales importantes des années 60, 70 et 80. Bon, crise gouvernementale importante pour les spécialistes de l'Allemagne, ça doit être connu. 60, 70 et 80, à répétition, tous les 10 ans. Bon. Récemment, la nouveauté est que la contestation pour la chancelière Angela Merkel, qui est partie maintenant, vient de son parti, CSU-CDU, et non de son partenaire de coalition. Ah, on n'est jamais trahi que par les siens. Les deux grands partis traditionnels depuis 1949 sont fragilisés. La CSU-CDU et le SPD. L'AfD. Alors, que faut-il savoir? 2017 est un tournant majeur dans l'histoire pour l'AfD. L'AfD s'apparente à la vieille droite réactionnaire allemande et pas aux nazis. Ça, c'est très important. La vieille droite réactionnaire, monarchiste, vraisemblablement. Le Kaiser. Voilà l'AfD. Alternative für Deutschland. Alternative für Deutschland. Alternative pour l'Allemagne. L'Europe. La dernière vue, donc, débat sur le rôle de l'Europe, sur le rôle de l'Allemagne. Cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu au Parlement de grands débats sur le rôle de l'Allemagne en Europe. Oui, 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 oui. Bah oui. Sujet difficile, là. Il y a eu trop de migrants en trop peu de temps. Ça, c'est un fait aussi. Et place de l'Allemagne dans l'état inquiétant de l'Europe. Oui, comme disait le professeur allemand que j'ai cité de Berlin, que j'ai cité au début. Voilà. Alors tout cela est extrait de la base de culture sociétale. Donc normalement, voilà, c'est tiré de l'histoire. C'est la section histoire. Dans le sujet de culture sociale, ensuite je parle de littérature, de culture, de personnages économiques, politiques fondamentaux, étrangers. Voilà. Au sujet de l'Allemagne. Eh bien, ce point d'histoire a tenu en 20 minutes, donc c'est raisonnable aussi. Il y a beaucoup de choses.
notamment, notamment le bunker d'Hitler au début et la complicité de très grands philosophes, notamment Heidegger, mais pas que lui, voilà, deux autres, hein, voilà. Je vous, c'est des données culturelles, bien sûr, donc je vous souhaite d'en intégrer certaines et d'en parler dans vos conversations, ça les enrichira, voilà, aussi. Ça enrichira autrui aussi. Bien, je vous dis au revoir et bonne continuation à toutes et à tous. Au revoir.